bañaax du mbokk waaye ku jàq jaar ca lu regg ba jant bi des xaal waaye lu des jekk ba mu des bàmmeel man mbalit mii man mi nga xam ne bi ngeen may dogg jënd ca boutique yi da ngeen ma daan teral di ma teg ci ko table à manger ak biblo yi di ma sagoo waaye bi ngeen ma utiliser ba pare da ngeen maa jël sànni ma ci mbedd mi def ma gën a taxawaalu looloo waral lépp luy taxawaalu ma jël la teg sama kaw jël jiitu la fa exemplaire mu jeg bu baax ma yaakaar ne jigéen ju baax dara mu sóoru kon poubelle couvert mu sóoram ah mais oui man mi nga xam ne maa jën bu sew bi ci géej gi yéen nappkat yi na ngeen bàyyi yéen filet yi nga xam ne moom ngeen di utiliser ndax filet bu sew bii day téye jën yu sew yi ba dootuñu mën a produire te jën yu mag yi jën yu sew yi la ñuy topp nañuy utiliser mbaal yu yaatu yi ndax bu ñu jàppee jën yu mag yi jën yu ndaw yi mën a jaar ci biir prox ndoll yi mën a dem ah dama ne la reproduction de la mer c'est quelque chose à valoriser. Il fallait près d'un tour d'horloge à notre embarcation pour atteindre Diogué. Tel un parcours du combattant, il fallait défier la chaleur et les caprices du fleuve Casamance pour débarquer sur cette île martyre. Martyr, oui, car étranglé de tous bords par l'avancée furieuse des eaux maritimes et fluviales, responsable de la catastrophe écologique à laquelle est confrontée cette île par les temps qui courent. Le premier arrivé à Diogué est écœuré par le niveau de dégradation de l'environnement imputable justement au changement climatique. Diogué a perdu beaucoup de ses terres. Et là où nous sommes, la dénomination ancestrale s'appelait Houloum, c'est-à-dire endroit habité par les Toubab. Donc Houloum a perdu la totalité des surfaces habitables. Même là où nous sommes, et à l'intérieur même du fleuve, du Bolon, des maisons sont à l'intérieur, suite à une érosion accentuée. De mon côté gauche, des tonnes de riz parvenaient à être acheminées à Diogué pour les besoins alimentaires des populations. Maintenant, on n'en trouve plus. École bi ma xam bu ma xamoon ak bii mënoo régler bu rëy ak tey nu mu mel ni ñu fekk ci ruine bi nga xam ne du marteau moo ko toj du bant moo dal ci kawam waaye géej bi moo ñëw nangu école gi toj ko nii il fut un temps géej bi dafa ñëw ba nga xam ne dafa avancé ba di ñëw vague yi di dal ci miir école bi boo xoolee ci impact bi di nga xam ne lii vague moo ko daaneel mu doon li nga xam ne lu regrettable la gars yi mujjee toxal école bi plus de 5 kilomètres nekk ci biir àll bi ragal sax mënoon nañ ko tabax nii mais wóolootuñu géej bi parce que mi ngi avancé ñu mujjee ko yóbbu distance bi nga xam ne xale bu yeewu fii 7h30 bu yeggee foo day tardé donc loolu moo ñu indi tey ñu présenté leen école bi boo xoolee autour de l'école di nga si y a des arbres yi nga xam ne dafa daanu nga xam ne lii yëpp population bi da si daan njëriñoo. C'est menacé par l'avancée de la mer parce que vous savez lorsque vous rentrez dans le fleuve Casamance vous avez l'océan Atlantique qui est en face de Diogué et on sait bien qu'avec les changements climatiques que nous vivons, beaucoup de choses sont en train de changer par le monde et ça engendre des conséquences et ces conséquences on a vu que c'est visible à Diogué, très visible. Lorsque vous venez visiter, vous regardez ce qui se passe, vous verrez que Diogué est en train de disparaître. Diogué est en train de disparaître à grands pas. Des études même ont montré que chaque année, la mer prend presque 1 mètre et quelques. Donc il faudra combien d'années pour que Diogué puisse disparaître? Ça, c'est des questions que même les riverains, les autochtones se posent. Le visage de Diogué aujourd'hui, c'est alarmant. Ça choque même certains qui ont vécu ici depuis longtemps et qui se rappellent de ce que Diogué était auparavant. Je parle de nos pères
qui, lorsqu'ils ont vu la mer avancer petit à petit, et aujourd'hui, ils disent qu'ils dorment avec des gilets de sauvetage. Et vous vous rappelez, il y a une interview que vous avez fait où les gens de Djogé, pour un peu parler des situations qu'ils vivent, ont essayé de lancer ce message pour que les gens puissent savoir que Djogé aujourd'hui est en danger, Djogé est menacé. Quoi alors de plus normal pour certains concitoyens conscientiseurs de lever la voix pour réclamer une justice climatique pour Djogé? Nous avons Djogé qui est une façade maritime, une île à forte présence d'étrangers exploitant le poisson, parce qu'il ne manque pas le produit. Au croisement de son écosystème, Djogé peut fournir beaucoup de produits sur les différentes espèces convoitées dans l'exportation. Mais Djogé a un dossard agricole. Aujourd'hui, il faut faire l'agriculture verticale qui prend en compte aujourd'hui le respect des conditions climatiques. Mais Djogé est en train de subir une avancée très forte de l'avancée et les régions côtières. Parce que toutes les retombées des infrastructures qui ont été en mer, Atlantique Sud, sans étude préalable d'impact, c'est Djogé qui subit ça au niveau de l'écosystème et de la courantologie. Donc il faut voir que Djogé, qui connaît Djogé, c'est que on peut dire que chaque année, Djogé perd au moins 5 mètres. Djogé a été un site de pêche, une communauté de pêche, mais pêcher avec des moyens, pêcher avec un investissement, pêcher avec un appui, pêcher aujourd'hui avec l'encadrement politique de pêche, pêcher aujourd'hui pour produire et gagner. Aujourd'hui, si rien n'est fait, c'est l'hécatombe. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un encouragement à la main-d'œuvre qualifiée pour que les populations puissent maintenant se relayer en succession dans le secteur. Les moindres ressources que détiennent certains parmi eux, ça les sert directement à quitter le pays, comme vous l'avez constaté. Mais si aujourd'hui, on est parvenu à professionnaliser le secteur de la pêche, prendre tout ce qui est du secteur de l'activité informelle dans le formel de la pêche, je pense qu'il y aurait, comme à l'agriculture, des agripreneurs, il y aurait aussi des agripêches. Parce qu'il y aurait des professionnels de la pêche qui seront là à répondre à l'agroécologie. L'homme est un animal fou et dangereux. Il met en danger son existence et l'existence de tout ce qui l'entoure. Le permanent, constant, des dangers chimiques, nucléaires et bactériologiques, la pollution terre et mer, la destruction progressive de la couche d'ozone, le réchauffement de la planète, l'avancée fulgurante du désert sur le verre, de la mer vers les terres, l'extinction de certaines espèces animales et végétales. Mais l'homme ne doit pas ignorer une chose, qu'il tient un fusil à double canon, l'un sur sa cible, mais l'autre sur lui. L'homme a visé et mortellement blessé la nature. Mais oui, si la nature meurt, le meurt. Frères sénégalais, amis du monde, l'île de Djogé est en voie de disparition. Mais oui, il est temps qu'on prenne nos précautions, de valoriser cette beau plage. Oui, Djogé est en phase de disparition. Donc, la justice climatique. Oui, la justice climatique. Oui, parce qu'il y a injustice. Et oui, donc, il est temps de changer les comportements. Il est temps de valoriser les îles de la Casamance. Il est temps de valoriser les îles du Sine Saloum. Il est temps de valoriser les fleuves. Le fleuve de la Gambie. Et oui, le fleuve de la Casamance. Oui, amis du monde. Vive l'environnement! Vive l'environnement! Vive l'environnement! Vive la justice climatique! Vive la justice climatique! Vive la justice climatique! Vive la justice climatique! Loin de faire preuve de résignation, puisque oubliées par les décideurs et autres autorités, les communautés impactées, soucieuses de cette menace de disparition de Djogé de la carte dans un futur proche, ont vite fait d'engager la guerre contre l'avancée de la mer. Elles ont mis en place plusieurs stratégies endogènes. La plantation d'épis maltais avec une technicité puisée de l'école du terroir malgré sa précarité donne déjà espoir vu les résultats engrangés. Le patriarche Souley Ndiaye.
précurseur de cette technique de combat contre l'érosion côtière, trouvé en pleine œuvre à Carabane, tout comme le jeune Baye Souley, acteur engagé dans le combat pour une justice climatique. Tous natifs de Diogué acceptent de partager leurs initiatives et expériences dans ce combat pour la vie et l'existence des communautés. C'est là que je travaille des pics Bakouya pour protéger l'avancement de la mer dans nos îles. Alors ici c'est Carabane que je viens de démarrer aussi. C'est mon premier démarrage de me protéger, leur plage. Là, c'est pour maintenir dans cette île, il nous faut le protéger. Comme quoi, il y a la marée qui les amène. C'est comme partout dans nos îles. Alors je me suis engagé à travailler ces pics. Qui est toujours travaillé par nos anciens vieux qui l'ont créé et je l'ai repris, mais ce n'est pas aujourd'hui, ça fait des années, comme encore, je ne sais pas de quelle année. Alors ces vieux-là, on nous a gardé ces travaux pareils, bon, repris par moi. Alors je trouve que ce sont les meilleurs moyens, méthodes de le travailler ainsi. Alors dans ces travaux-là, que j'ai eu des résultats. Tous les îles que je passe, j'ai des résultats, comme Diogué, comme Kasouane, Ourong. J'ai quand même, cela me fait engager de travailler ainsi de suite. Le résultat, c'est je gagne aussi du sable, la terre qui s'avance. Alors j'avance vers la mer, voilà. Oui. Au lieu de la mer s'avance sur nous et je récupère du sable. Lorsqu'on a fait des études, on a vu que l'érosion côtière n'est rien d'autre que le sable qui se déplace. Et il fallait aussi trouver des solutions par rapport à ce sable qui se déplace. On avait commencé par une pirogue qu'on a mis pour pouvoir essayer de contrecarrer les vagues. Et on a vu que la pirogue s'est cassée par le temps. Donc il fallait encore réfléchir, trouver d'autres solutions. C'est là qu'on a trouvé ce qu'on appelle l'épi maltais. Et lorsqu'on a installé l'épi maltais, l'idée aussi c'est de préparer une autre génération, c'est-à-dire les enfants, en prenant des repères qui seront suivis par les enfants, en prenant chaque jour des données, et ces données seraient répertoriées, et par là, on pouvait voir quels sont les résultats. Et au bout de 3 mois, 4 mois, on a vu que le sable monte, et le sable est allé même jusqu'à 40 cm de hauteur. Je pense que vous l'avez vu lorsqu'on a visité un peu l'île. Donc pour dire que l'épi maltais a fait son rôle. Mais on ne s'est pas arrêté là. On s'est dit qu'au-delà de l'épi maltais, il peut y avoir des savoirs endogènes que des gens, nos ancêtres utilisaient. Il fallait aller chercher cela. Et comment? Donc il fallait travailler avec certaines personnes du village et des îles pour voir par rapport à ces différentes solutions. C'est là que, à travers le vieux Souley Ndiaye, il y a eu l'épi Bouyak qui est en train d'être réparti un peu partout dans les îles. Et ce savoir-là, c'est un savoir endogène. Donc c'est pour dire que les solutions sont là. Maintenant, avec nos maigres moyens, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut que mutualiser nos forces pour pouvoir faire face à la mer. Et vous savez qu'on ne peut pas la retenir par rapport à notre mer. Puis vous avez vu les enfants jouer à côté. Il y a de la plage. Au-delà de la plage, vous avez vu l'activité de la pêche revit encore à Diogué. Vous avez vu les pirogues. Pourtant, c'était assez compliqué. Maintenant, par rapport à toutes ces solutions-là et par rapport à tous ces résultats qu'on est en train de voir au niveau de Diogué, ça reste beaucoup à faire. Avec ces initiatives locales, plusieurs îles du Bliss Kassa et de la commune de Diembéring ont pu repousser la mer de quelques mètres, ce qui permet aux communautés de bénéficier de bancs de sable, leur offrant la possibilité de s'épanouir.
En attestent ces enfants de Diogué trouvés en train de jouer au football sur les parties récupérées de la plage grâce au système des épis maltais utilisés. Outre ces communautés qui se réjouissent des premiers résultats positifs de ce combat pour la survie de Diogué, la mobilisation de la jeunesse insulaire des communes de Diembéring et Kafountine contre les impacts négatifs du changement climatique est saluée à sa juste valeur par la municipalité de Diembéring. Nous vivons un phénomène inquiétant lié au changement climatique, aux effets négatifs des changements climatiques. Et c'est vraiment inquiétant pour nous en tant que collectivité territoriale, mais également en tant que simple citoyen, parce que nous vivons des phénomènes qui dépassent même l'entendement. Récemment, il y a eu un reportage qui a été fait sur la plage de Diembéring. J'ai parlé de cimetières en comparant ce qui se passe avec cette érosion, d'holocauste ou de génocide. Si on devait parler de la situation qui se passe, on pouvait parler de génocide des arbres ou cimetières. J'ai parlé de cimetières d'arbres pour dire tout le mal que nous subissons par rapport à ces changements. Maintenant, dans tous les domaines, par rapport à l'érosion côtière, par rapport au déboisement, par rapport à la raréfaction des ressources et par rapport à beaucoup de choses, à la salinisation des sols, ainsi de suite. De sorte qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette phase-là où nous cherchons plus à nous adapter qu'à autre chose, parce que peut-être nous avons des moyens limités. Maintenant, ce qui se passe, c'est que en tant que collectivité territoriale, nous avons des initiatives consistant à chercher à atténuer. Vous avez vu les épis là que vous visitez. C'est une initiative locale qui permet d'atténuer le phénomène, mais également nous travaillons en intercommunalité avec la commune de Kafountine pour chercher des solutions maintenant plus durables et plus efficaces face à ce phénomène d'érosion côtière et de beaucoup de choses, de raréfaction des ressources, de pollution de la mer. Ce sont des jeunes qui méritent d'être félicités, qui méritent d'être accompagnés. Parce que c'est ça, le changement ne peut pas venir d'ailleurs. Ça doit être des initiatives locales. Et les jeunes sont les mieux placés. Aujourd'hui, il y a des jeunes quand même qui ont fait des études poussées, qui sont des intellectuels. Ce sont eux qui doivent porter le développement. Le développement ne doit pas venir du sommet, mais il doit venir de la base. Et ça doit être des initiatives comme celle-là qui peuvent porter un plaidoyer, qui peuvent faire appel à de bonnes volontés, qui peuvent mobiliser en tout cas des ressources ou bien faire un plaidoyer pour mobiliser tout un ensemble de partenaires qui sont capables d'intervenir et de prendre à bras le corps le problème. Donc ces jeunes-là méritent non seulement d'être félicités, mais également ils méritent d'être accompagnés, en tout cas parce qu'ils prennent des initiatives que les autorités, aussi bien étatiques que les collectivités territoriales, devraient prendre. Donc s'ils viennent pour accompagner, on ne peut que demander à ce que leur initiative soit jumelée à celle que les collectivités territoriales prennent, à ce que d'autres ONG font, pour que tout le monde unisse les forces pour aller chercher les moyens, en tout cas, qui permettent de juguler le problème. En plus de la croisade contre l'érosion côtière, l'autre souci des insulaires de Diogué demeure l'assainissement. La présence de déchets plastiques et autres sur l'île, en l'absence de système d'évacuation, justifie la mobilisation de cet activiste malite qui a mis à profit la tenue des 72 heures de Diogué sur la justice climatique pour inculquer aux communautés locales de nouveaux rapports à développer autour des ordures, non sans lancer un plaidoyer fort à l'endroit des autorités en ce sens. waaw li nekk sama diggante ak mbalit mooy lépp loo xam ne tey yaa ngi ko gis sama jëmm ji du damaa dem rek for ko damay dox ba gis mu may gêné ma for ko teg ko sama kaw. boo xoolee ba ci yii nii yëpp lu may dox la di ko gis mu may déranger ma jël ko daal di koy for tapp ko sama kaw loolu lépp c'était pour rek choquer les populations wan leen ni sama jëmm ji mel noonu la mbedd mi mel pour ñu mën a bàyyi seen xel xam ni notre planète est en danger il faut que ñu raisonner wu utiliser la méthode CCC. Communication pour un changement de comportement waxtaan ak nit ñi ngir ñu soppi seen dox waaw parce que mbalit
ci ñun la jógee la terre était neutre bi ñu yàlla sàkkee daf ñuy sàkk ba pare sàkkal ñu nag planète bu rafet mais bi fi nit wàccee ci la ko polluer tey ba mu mel nii kon bu nit ñi soree mbalit it mënuñoo soree mbalit mënuñoo ñàkk dëkk ak mbalit ndax ci ñun ñii kenn ku ci nekk yaa ngi produire mbalit nga yëg ko nga ñàkk koo yëg kon nag ginnaaw ñun planète bi ñoo ko def nii bu ma soñoon ni nag ñu dellu si suñu xel jéem koo dabu ngir suñuy njaboot yi ñëw ëllëg dañ ma nommé l'ambassadeur de la justice climatique ndax fu ñu nee justice rek parce que injustice am na injustice boobu nag ñu war ko rattraper kon c'est normal que man ma am boobu taxawaay parce que dama am esprit secours ci sama yaram nee naa la je suis secouriste à la Croix-Rouge sénégalaise jaar naa Croix-Rouge te nee nañ ma l'infirme les malades sont mes frères l'orphelin le pauvre mes cousins le malheur de chacun est le mien mon bonheur partagé avec mes frères mon action est sans frontières ma race universelle ma patrie et le monde sénégalais je dois être modèle et disponible je dois être au service de l'humanité toute entière devise bu mel nii moo ma forgé ba tey ma am esprit secours ma gis ni planète bi commencé na am problème suñu dëkkuwaay yi rawatina Dakar Ndiaye gënu dëkk ba ci île yi ñu nekk tey ni fi pollution bi mel doy na waar érosion côtière baa ngi nii géej gaa ngi ñëw chaque jour di nangu dëkkuwaay yi île yu rafet île yu riche tey ji ñu ngi ko commencé di ko ñàkk moo tax ma ne nag tey ji buñ ma namee loolu noonu dinaa ci fier trop mën a yenu loolu ngir mën a waxal environnement mi ma waxal mbalit mbalit dañ ne mbalit ne or dur muy or bu dëgër boobu nag boo séexloo doo ko jëli te mbalit mi richesse da cee bari lu bari tey ji ni nit a nga koy sànni yàquwul sax amaana dafa dem ba màgget rek moom lu bees kon nag dama toll ci upcycling nee naa jarul tukki di jaar ci géej gi di lor say wayjur di yàq sa avenir nañu des ci suñu réew mi te xam ne potentiel mi ngi fi te ñun ñëpp bu ñu demee kuy defar réew mi na xale yi xamaat ni war nañu mën a delloosiwaat seen xel toog ñu liggéey suñu réew tey jii dama lay jox un exemple boo demee lu mel ni décharge de Mbëbës ñi fa nekk di ay recycleur koo ci lamb 3 millions mi ngi ci poosam koo ci lamb 5 millions mi ngi ci poosam ñi ngi am ay natt foofu yoo xam ay 10 millions la ñuy natt ñoom te fu ñu koy jëlee ci mbalit mi ci récupération bi récupération caoutchouc bi ci récupération canettes yi yooyu la ñuy jël ak fer bi yooyu la ñuy jël tey jii nii ba ci indien baa ngi ñëw di ko jënd ci ñoom chinois baa ngi ñëw di ko jënd ci ñoom ñeneen ak yeneen usines ñi ngi ñëw di ko jënd ci ñoom kon lu ñu war a valoriser la jeunesse bi ma leen di dénk ni nañu recycler wu nañu toog suñu réew mi liggéey. Notre périple nous conduit alors à Nyomoun. Située à 1 heure de pirogue de Djogé, cette île qui partage les mêmes réalités que les 14 autres îles du Bliss-Kassa est composée de 4 quartiers, Essangolo, Elou, Som et Oubak. Estimée à un peu plus de 4000 âmes, la population de l'île de Nyomoun est composée exclusivement de Diola. La seule activité économique des insulaires est alors la culture du riz. Outre l'érosion que subit l'île, les rizières de Nyomoun sont de plus en plus envahies par le sel, ce qui constitue une véritable atteinte à la souveraineté alimentaire. Avant, comme vous voyez, Nyomoun vit seulement de la culture du riz, la riziculture. Voilà, donc l'avancée de la mer et la montée des eaux, ils ont englouti presque 80% de la population de la terre arabe. Et donc l'espace où les gens se cultivaient est réduit.
Donc les gens ne font pas la culture à 100%. Et puis, c'était la principale activité de la population. On va y aller tout à l'heure là pour vous montrer l'impact de l'avancée de la mer. Donc, d'où la présence de tout le monde qui est là. Nous appelons aux partenaires, voilà, donc aux bienfaisances, à tout le monde qui peut aider le village de Nyomoun à pouvoir relever ce défi d'eau. Mais aussi, il y a le problème de l'électricité, l'électrification. Ici, il n'y a pas d'électricité. Il y a les gens qui utilisent des lampes tempêtes jusqu'à présent, des bougies, etc. Quand même, il y a des projets qui étaient là avec les lampadaires, mais ce n'est pas en suffisance. Les gens ont des problèmes pour charger le téléphone. Voilà, donc même on est derrière notre hôpital qui est là. L'hôpital est fait par un système de solaire, voilà, qui est aussi un peu... En l'absence de politique réelle pour faire face à cette agression écologique découlant des effets négatifs du changement climatique, les insulaires, eux, n'ont pas manqué d'initiatives. Dans leur résilience, ils ont convoqué des techniques et moyens rudimentaires pour riposter contre le fléau. Leur stratégie a consisté à la construction de digues anti-sel à l'aide du Kadjandou, des initiatives qui commencent à porter leurs fruits, redonnant espoir à ces insulaires. De tout le temps, ce combat a été engagé par les populations et vous voyez de vous-même ce que le travail est fait, comment le travail a été effectué. Contre-attaque, nous sommes dans la phase contre-attaque et nous allons attaquer de pied ferme, comme d'habitude. On ne lâche pas. Ouais. Parce que c'est tout ce que nous avons, c'est tout ce que nous pouvons. Ouais. En attendant une aide supplémentaire, alors nous avons nos propres moyens, nos propres forces physiques pour pouvoir enrayer toute éventualité climatique. Les digues, ce sont des supports de Boutama pour permettre la culture du riz. Et pour nous permettre aussi de récupérer les terres qui ont été auparavant perdues, comme vous le voyez derrière vous. Et maintenant, sur ce que vous voyez là, ça, cette place, nous recueillons du riz. Comme vous le voyez là-bas, avec le sel que vous voyez déjà recueilli et les pochettes que vous avez vues là-bas. Maintenant, cet espace peut servir pour deux volets. Volet protection et volet pisciculture. À des moments précis, on fait venir des poissons qui seront élevés ici et qui serviront à la consommation des populations. C'est construit au moyen de Kadjandou Koumitenum. Kadjandou Koumitenum, c'est le second de Kadjandou. C'est le second. Ça, c'est pour le travail des digues et la préparation de la culture au niveau des champs, parce qu'il faut défricher, faire les digues, faire les champs proprement avant de cultiver. Cette digue nous a coûté des millions. Et ça nous a causé des pertes humaines. Parce que cette couleur rougeâtre, c'est pour la préparation du sel qui va venir. Parce que quand l'eau va s'évaporer, le sel renaît, le sel va naître. Et le sel sera cueilli par les femmes. Les deux digues nous ont permis de récupérer cette partie-là jusqu'à là-bas, là où vous voyez les mangroves là-bas. Parce qu'il y a des parties qui ont été récupérées et des parties non couvertes parce que les enfants jouent là-bas. Alors, mais nous sommes dans la phase de récupération et d'ici l'année prochaine, on va avancer. Mais si on peut avoir une autre solution supplémentaire, nous serons de commun accord avec ces gens-là. L'accès à l'eau de boisson est comme utopique pour les populations de l'île de Nyomoun. Ni robinet, ni forage, encore moins de puits à cause de la nappe phréatique contaminée par le sel. La seule alternative qui s'offre aux communautés est de recueillir de l'eau de pluie dans ces citernes pendant l'hivernage pour y faire recours en saison sèche. Donc derrière nous ici, il y a une cuve qu'on appelle citerne. Donc les cuves servent comme en espèce de bassin de rétention. Donc ce sont une espèce de maison en vide et on met des toits en pente qui servent à capter les eaux de pluie.
Maintenant, là, durant toute la saison des pluies, ce bassin-là, comme encore, ces citernes, captent l'eau de pluie. Une fois la saison de pluie terminée, les populations du village viennent ici voilà, donc s'approprier cette eau pour boire. Parce que c'est le seul moyen d'avoir de l'eau pour boire. C'est le seul moyen, il n'y a pas un autre moyen. Donc il n'y a pas un autre moyen. Ici, les puits sont salés. Donc à 1 mètre et demi de profondeur, donc vous trouvez la nappe, mais la nappe est salée. Donc la seule alternative, c'est de mettre ces citernes-là pour que les gens puissent boire. Voilà, donc il y avait au temps des années 2000 ENDA qui, par nos partenariats, qui nous a fait, je pense, 4 citernes. Voilà, donc, mais actuellement, il n'y a que 2 de ces 4 citernes qui fonctionnent. Et après, il y a aussi Caritas qui nous a mis 2 citernes. Mais la citerne là, qui est derrière là, a échoué parce qu'au fait, la manière dont on l'a fait, donc, il y a toujours des fuites d'eau. Il ne peut pas retenir l'eau suffisante. Il y a l'école aussi qui est là, qui a un problème d'eau. Il y a un problème d'eau parce qu'ils ont besoin d'eau dans les toilettes, ils ont besoin d'eau. Donc, nous appelons à tout le monde à pouvoir s'associer avec l'association ADN pour pouvoir trouver des solutions, pas seulement Nyomoun, parce que le problème qu'on a avec Nyomoun, c'est un problème qui est associé aux autres villages. On a seulement pris un échantillonnage Nyomoun, parce que Nyomoun qui est comme encore le village référent. Mais ce n'est pas un problème seulement qui est spécifique à Nyomoun. C'est un problème pour Haer, pour Hitou, pour Djodje, pour Bakasouk, voilà, de part jusqu'à Salorou, jusqu'à les îles Caron. Voilà, donc, mais on est venu ici pour prendre en référence Nyomoun qui va extrapoler les problèmes. Ces calvaires partagés par les insulaires des communes de Djembéren et Kafountine, soit 21 îles de la basse Casamance, préoccupent bien différentes organisations ayant en commun la réclamation de la justice climatique. Parmi elles, l'association Jeunes Volontaires de l'Environnement a pris la décision de briser le silence avec indignation. L'équipe actuelle doit se concentrer pas pour renforcer les zones où il y a quelque chose qui est déjà fait, mais pour essayer de créer dans ces zones-là où il n'y a rien des choses. Aujourd'hui, quand on parle de train express régional, moi j'ai envie de dire qu'ici on a besoin de pirogues express régionales parce qu'il y a 21 îles où il y a de sérieux problèmes de déplacement. Quand il y a des malades ici, il faut voir quand ils ont des malades, quand ils ont des accouchements, quand il y a des décès, comment ils font pour se déplacer. Vous avez vu hier, on a même ramené des personnes parce qu'ils n'avaient pas de moyens de déplacement. Vous arrivez dans les îles, il y a des heures pour se déplacer et tout ça. Il n'y a pas de moyens de déplacement, tout est privé ici. Et c'est des populations qui vivent ici, qui n'ont aucun soutien. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'État doit mettre en œuvre des programmes spéciaux pour les îles et essayer de voir d'abord comment gérer cet aspect de transport parce que l'économie de ces îles-là, si on veut vraiment les sortir, si on veut vraiment les développer, il faut travailler sur l'aspect transport et après travailler sur l'aspect développement. Aujourd'hui, on veut parler de développement, on veut parler de développement d'agriculture, on veut parler de transformation et autres, mais les gens sont en train de faire ça dans ces îles-là. Mais qu'est-ce qui les aide à faire sortir ça? Est-ce qu'ils ont des moyens pour faire sortir ça? Nous sommes dans les îles, nous travaillons avec les îles. Il y a beaucoup de miel, il y a beaucoup de produits ici. Mais ces produits ne peuvent pas sortir des îles parce qu'il n'y a pas de moyens de transport. Donc je pense que l'État doit vraiment travailler sur ces questions-là. Et je l'ai dit, hein, terre, BRT et tout ça, ici c'est l'eau. C'est des îles qui sont entourées par l'eau. Il faut trouver des bateaux-taxis, il faut trouver des moyens pour venir en aide à ces îles-là. Et surtout, ne pas oublier que c'est des Sénégalais comme nous. Tout ce qui est en train d'être fait au nord et dans beaucoup de régions doit être fait ici parce que c'est des Sénégalais qui vivent ici, c'est des Sénégalais qui votent, c'est des Sénégalais quoi, si on peut le dire comme ça. C'est des Sénégalais, ils ont besoin du Sénégal. Mais c'est aussi, je suis animé aussi par une tristesse parce que quand on vient à Djogé et qu'on voit tout ce que les régions côtières ont fait ici, et nous avons eu la chance aussi à travers ce programme de visiter d'autres îles de la basse Casamance, et quand on se rend compte que ces populations-là utilisent l'eau de pluie
pour survivre pendant 1 an, quand on se rend compte que les infrastructures minimales de base n'existent pas dans ces zones, quand on se rend compte que dans ces zones-là, c'est des Sénégalais qui habitent ici, ils n'ont ni électricité, ni eau, et ils n'ont rien qui puisse les aider à combattre ces phénomènes climatiques-là qui sont là. Contrairement à tout ce qui se fait au nord, on est vraiment triste. Mais on est très content d'être là, de travailler avec les populations, de les sensibiliser sur les problèmes qui les concernent, de discuter avec eux et de porter aussi le plaidoyer de cette zone-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est une zone qui est oubliée, il faut le dire. Le Sénégal a oublié certains de ses enfants qui habitent dans les îles de la Basse-Casamance. Voilà, donc nous allons essayer de co-construire avec eux des plaidoyers, avec tous les partenaires qui sont là, avec les associations locales, et essayer de voir comment ces plaidoyers nous pourrons les porter au plus haut niveau pour que des décisions puissent être prises pour ces zones-là et pour que l'État puisse enfin réagir pour développer ces zones-là. Car si ces zones sont développées, c'est le Sénégal qui se développe parce qu'il y a beaucoup de potentialité dans ces zones-là. L'État est attendu d'abord à venir sur place pour venir voir les acteurs et voir ce que les acteurs sont en train de faire. Tout récemment, on a vu le maire de Kafountine en train de faire le plaidoyer par rapport à l'érosion côtière. Même par rapport à l'installation des épis, on a vu qu'il était venu pour participer un peu, mettre de l'action. Maintenant, l'autre aspect, c'est assez difficile pour avoir les moyens pour pouvoir un peu travailler sur ces méthodes qu'on est en train d'utiliser. L'État doit soutenir ces initiatives qui sont au niveau local et qui ne sont pas tirées d'ailleurs, qui viennent des savoirs ancestraux, en quelque sorte. Donc l'État doit venir en appoint, l'État doit venir accompagner et soutenir à la limite. Donc vous avez vu, on est victime. Quand on dit victime, c'est-à-dire que tous ces pertes et dommages qu'ont subis des îles comme Djogé, ça demande qu'il y ait réparation. Ça demande qu'il y ait réparation. Il y a une certaine frange de la population qui se sont trompés de politique. Et en faisant ce système qu'on appelle le système capitaliste, ils ont détruit la planète. C'est ce qui a apporté les COP. Et vous savez que depuis des années, les gens vont pour négocier. On parle de pollueur-payeur. Et on s'est dit que le plaidoyer reste. Et pour que le plaidoyer puisse aller fort, il va falloir réunir tous les acteurs qui sont en vue dans le climat. Ce combat pour la justice climatique en faveur des îles de Basse-Casamance n'aura plus de chances de connaître le succès escompté que si les décideurs et autres partenaires internationaux sont directement conscientisés sur le triste sort des insulaires du Briskassa. Tristesse, parce que ce qui se passe à Djogé, bon, c'est ce qui se passe à Bargny, c'est ce qui se passe à Saint-Louis, c'est effectivement les effets du changement climatique. Effectivement, en regardant bien Djogé, on a bien peur que Djogé peut disparaître d'un moment à l'autre ou bien d'un jour à l'autre si rien n'est fait. Parce que, à cause des changements climatiques, on le dit toujours, l'Afrique ne contribue qu'à hauteur de moins de 4%. Mais c'est nous qui subissons les conséquences des changements climatiques. Djogé en est une bonne illustration. Donc, parce que quand on parle d'adaptation, les communautés ne peuvent pas s'adapter à eux-mêmes. Même nos États n'ont pas les moyens de financer des programmes d'adaptation. Donc, c'est des financements lourds. Ce sont les bailleurs ou bien les responsables de ce changement climatique. Nous savons, quand je dis que l'Afrique ne contribue qu'à moins de 4%, donc nous savons que ce sont les pays du Nord, les pays développés, les pays industrialisés qui ont causé ce réchauffement climatique. Donc ce sont à eux de faire effectivement la réparation. Donc quand on dit que Djogé peut disparaître d'un moment à l'autre, nous attendons qu'il y ait réparation. Heureusement que lors de la COP 28 passée à Dubaï, on s'est entendu sur les pertes et dommages. Donc, les pays du Nord qui ont causé ce réchauffement climatique disent que maintenant, ils vont faire des réparations. Mais il faut qu'en amont, les communautés puissent s'organiser pour voir comment faire pour l'effectivité de ces pertes, de ces financements pour les pertes et dommages. Comment? Parce que Djogé, qu'est-ce que Djogé a perdu? On nous parle d'une école,
qu'avec l'avancée de la mer, Djogé a perdu. Les rizières, on nous avait dit qu'il y avait beaucoup de rizières. Il y avait des champs de sel. Donc tout ça est parti. Mais on doit énumérer tout ce que Djogé a perdu pour que demain, si les bailleurs ou bien les pays développés puissent accompagner les communautés pour qu'on puisse dire que, effectivement, à cause des changements climatiques, c'est ça qu'on a perdu. Mais si on ne le fait pas, parce que lors de la COP 28, il y avait des États qui ont commencé à cotiser. Mais malheureusement, l'argent est allé dans les comptes de la Banque mondiale. Et ça nous a un peu rendu un peu peur. Parce que la Banque mondiale, c'est des financements, c'est des prêts. Donc c'est des financements, ce ne sont pas des dons, mais effectivement c'est des fonds d'investissement, comme les fonds verts. Djogé, nous entendons tous les fonds verts. Est-ce que Djogé a une fois bénéficié des fonds verts? Non. À Bargny, est-ce qu'on n'a jamais bénéficié des fonds verts? Non. À Saint-Louis, dans la langue de Barbarie, ils n'ont jamais bénéficié des fonds verts parce que ce sont des fonds d'investissement. Donc effectivement, comme disent les gens, si rien n'est fait, effectivement, Djogé pourrait disparaître et ça, ce serait la catastrophe parce qu'on l'a vécu à Saint-Louis avec Doun Babadji qui a disparu. Donc c'est autour peut-être de Djogé, mais quand je dis peut-être, nous pensons que effectivement les autorités, les bailleurs, les responsables de ce changement climatique vont effectivement aider. Parce que s'ils ne le font pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, Djogé va disparaître. Et la disparition de Djogé, c'est la catastrophe. Mais les Épimaltais, ce ne sont pas l'État ou la Banque mondiale qui l'a fait. Ce sont les communautés elles-mêmes qui ont essayé de sauver ce qui leur reste. Parce qu'effectivement, avec les Épimaltais, parce que là où nous sommes, un ami m'a dit tout à l'heure qu'avec c'est les Épimaltais qui ont fait qu'il y a eu effectivement tout cet espace qu'on a récupéré. Donc, les communautés ont eux-mêmes, avec leurs maigres moyens, essayé de sauver ce qu'ils peuvent sauver. Maintenant, reste l'État qui doit venir actuellement pour accompagner ces communautés, aller chercher les bailleurs. Comme j'ai dit, les programmes d'adaptation sont trop chers. Là où j'habite à Rufisque, pour une digue de protection de 700 mètres, ils ont mis 4 milliards. Donc ça, ce n'est ni l'État, ce n'est ni les collectivités territoriales qui peuvent le faire. Donc ce sont les bailleurs, mais l'État peut accompagner les communautés pour avoir des programmes d'adaptation, des programmes de résilience. Venu constater l'impact du changement climatique dans cette partie du Sénégal, le représentant d'Oxfam ne s'est pas empêché de s'engager à porter ce combat au niveau international. Ce qu'on peut lancer comme message de plaidoyer aujourd'hui, c'est de dire à l'État, selon les différents démembrements, de prendre en charge cette question de justice environnementale, de voir vraiment comment mettre des infrastructures qui vont protéger ces territoires, mais aussi de trouver d'autres moyens pour permettre à ces populations d'être résilientes et aussi de faire face à ces menaces, mais aussi à ces impacts de ce phénomène de changement climatique avec tout ce que ça comporte. Mais à côté aussi, quand on parle d'injustice sociale, moi je pense que ces populations vivent un manque cruel de services essentiels, notamment l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie et même l'accès à une bonne connectivité. Parce que quand vous partez à Carabane, là où nous avons logé pendant ces 3 jours, on a un problème de réseau. Et tout ça, c'est parce que peut-être ces zones-là ne constituent pas une priorité pour nos décideurs. Et ces zones devraient constituer une priorité aujourd'hui pour nos décideurs. Avec tout ce qu'elles comportent comme biodiversité, mais aussi l'héritage culturel, la plupart de ces lieux pouvaient constituer aujourd'hui de patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, vu tous ces problèmes, je pense que les services essentiels devraient être gérés aujourd'hui. Ces populations devaient avoir accès à l'eau avec des infrastructures, des forages, mais vraiment d'investir ce qu'il faut pour garantir à ces populations l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie. Si on l'a réussi avec Gorée, je pense qu'on peut le réussir avec ces îles. C'est ça ma comparaison.
Si on a pu réussir à alimenter Gorée d'eau potable, d'énergie, d'accès à une bonne connectivité, de le doter de vraiment tout ce qu'elle a besoin comme île, comme service essentiel, on peut valablement le faire pour toutes ces îles de la basse Casamance. Nous, Oxfam, on est une organisation qui lutte contre les injustices, qui aussi travaille pour vraiment corriger, lutte contre la pauvreté et puis vraiment tout ce qui est vulnérabilité, contre les vulnérabilités de ces populations. C'est pourquoi on s'est engagé à soutenir cette activité portée par le collectif des îles de la basse Casamance. On les a appuyés et puis on s'est engagé à être dans le plaidoyer avec eux pour pouvoir, dans les autres espaces, que ce soit au niveau national, mais surtout au niveau international pendant les COP et autres, de pouvoir amener ces problématiques spécifiques à ces îles de la basse Casamance pour dire que ces gens ont besoin de solutions. C'est des solutions que l'État doit porter, mais c'est des solutions aussi qui peuvent être intégrées dans les projets des partenaires techniques et financiers qui sont financés dans la plupart des fonds, que ce soit le fonds vert, que ce soit le fonds sur le climat, le fonds vert climat, le fonds, tous ces fonds autour du changement climatique devraient intégrer les priorités de ces zones et pouvoir mettre en place des projets qui répondent aux demandes de ces communautés et qui sont adaptés aussi aux réalités de ces communautés. Moi, je pense que c'est vraiment ce qui nous anime aujourd'hui et on continuera à accompagner ce genre d'initiatives et à porter ce genre. C'est dire qu'en plus des initiatives endogènes développées par les insulaires de Basse-Casamance pour contrer l'avancée de la mer, principal responsable de la crise écologique menaçant sérieusement l'existence de leur terroir, les acteurs engagés dans le combat pour la justice climatique ont décidé, à partir de l'édition 2024 des 72 heures de Djogé, et à l'unanimité de se constituer la voix des sans-voix, d'unir leurs forces et stratégies pour porter le plaidoyer en faveur de la réparation des préjudices subis jusque-là, en plus de faire du sauvetage de ces îles en sursis, leurs combats présents et futurs.